Alors le thème de cette première rencontre, c'est que penser de la révision des lois bioéthiques. Il m'a semblé intéressant parce que le sujet est d'actualité. Vous savez, l'année dernière, en 2018, il y a eu des états généraux de la bioéthique. Tout citoyen était consulté. Il y avait un site qui était bien fait, sur lequel on pouvait donner son avis sur tout un tas de sujets liés aux questions de bioéthique. Et maintenant, voilà, on rentre dans la phase. Le projet de loi a été rédigé, il est public, c'est en ligne. Je sais qu'il y a des juristes ici, vous savez, c'est pas très compliqué. Légifrance, on va en ligne et on trouve les projets de loi. Alors c'est un document qui est un peu long, une trentaine de pages, qui explique voilà, ce qui est en projet. Ce n'est pas ce qui se fera forcément, mais ce qui est en projet, ce qui sera l'objet de discussion, et de vote et sans doute de décision. Il ne faut pas courir le projet de loi. Alors, on ne sait pas ce que sera la loi bioéthique, on a une petite idée peut-être, vu la tendance des dernières années. Alors, c'est donc une question d'actualité. Le président Emmanuel Macron a réuni la République En Marche récemment en disant ça va être chaud. Ça va être chaud, c'est un sujet un peu sensible encore dans la société française, tout ça des questions qui sont sensibles, on le verra. Voilà. Et puis il y a toujours la question, est-ce que c'est opportun, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets sociétaux ou sociaux, des questions sociales, on voit bien la question des gilets jaunes sont peut-être plus importants. Voilà. De fait, on peut être un peu surpris que ça revient quand même souvent, la révision de la loi bioéthique. De fait, c'est la loi qui le prévoit, la loi du 7 juillet 2011, qui prévoit qu'il y a un examen dans un délai maximal de 7 ans des lois. On fait un point, est-ce que les lois sont toujours adaptées aux pratiques et à l'état de la société française. Donc ça revient assez vite, ça revient très vite. Alors, il y a peut-être on verra les sujets qui sont traités, même s'il y avait un projet de fusionner. En France, il y a une particularité dans les questions de bioéthique. Quand on révise la loi, on ne traite pas des questions de fin de vie, qui sont traitées à part. Donc ce soir, je ne parlerai pas d'euthanasie, d'aide médicalisée à mourir, enfin, ces choses-là. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Mais tout ce qui touche à la procréation, aux embryons, tout ce qui touche à question de début de vie, ça rentre sous le chapeau, en don d'organes, ça rentre sous le chapeau des lois de bioéthique. Les questions de fin de vie, c'est à part. Alors le législateur a dit voilà pourquoi est-ce que quel est le contexte dans lequel on est. Voilà, il y a un contexte nouveau de fait. Pourquoi est-ce qu'il faut réviser? D'abord, simplement parce que les connaissances médicales évoluent. On sait très bien la technique et on peut que s'en réjouir. On peut que s'en réjouir. On n'est pas technophobe ici. On se réjouit que la technique médicale évolue. On est bien content d'être soigné. Voilà. Et aussi l'essor de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Vous savez, les big data cumulent beaucoup de données, maintenant d'informations, sur le vivant, sur nos personnes. Et il faut réguler tout ça. Il faut réguler et il faut prendre un temps d'avance. Voilà. Donc ça, c'est le boulot du législateur. Et aussi, le texte, le projet de loi le mentionne bien, au sein de la société, il y a des aspirations nouvelles, et je cite, entre autres, l'aspiration à un assouplissement des règles fixées en s'appuyant sur deux principes, le principe de liberté et d'autonomie. Je reviendrai là-dessus. L'idée, c'est que c'était pas mis, j'ai pas l'impression que c'était mis aussi en avant autrefois, mais là, on met en avant, voilà, au nom des principes de liberté. On verra. Il y a beaucoup de revendications d'aspirations qui se fondent sur la notion de liberté et d'autonomie, le fait qu'on doit pouvoir décider par soi-même le type de vie ou le type de pratique que l'on veut subir ou vivre. Et le texte mentionne aussi, le projet de loi, que l'ouverture du mariage aux couples de même sexe, le mariage pour tous, a marqué un changement dans notre société et pose des questions nouvelles. Entre autres, il y a des revendications, des aspirations à ce que les techniques médicale d'aide à la procréation, qu'on appelle AMP ou PMA, ça dépend dans quel sens vous prenez normalement le terme technique c'est AMP, assistance médicale à la procréation, puisse être pratiquée, puisse être accessible maintenant aux couples de femmes, de couples de même sexe, de femmes ou de femmes seules, sans famille. Cette demande-là. Mais ce qu'on va voir, c'est pour ça que je voulais parcourir avec vous, je ne m'arrêterai pas sur toutes les questions qui sont traitées, loin de là. La question de la révision de l'éthique, c'est pour ça que ça me semble intéressant d'en parler, ne touche pas simplement la question de la PMA pour toutes. C'est le gros morceau, mais ce n'est pas l'unique question qui sera traitée. Il faut le savoir. J'ai relevé qu'il y avait 24 points qui sont à l'ordre du jour
donc ça va être long. Je vais les énumérer, ça ira assez vite. Premier point, le premier projet de loi, c'est donc l'extension de l'accès à la PMA ou l'AMP, les techniques médicales ou aides médicales à la procréation, aux couples de femmes et aux femmes non mariées. Quand on dit technique, ce n'est pas toutes les techniques, simplement, c'est pas simplement la stimulation ovarienne, c'est la fécondation in vitro, et la stimulation artificielle. C'est cette technique-là qui est visée. Le Conseil d'État estime en effet que ni le principe de précaution, ni la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, dont le législateur ne peut s'abstraire dans son ouvrage, mais qui doit être concilié avec d'autres intérêts tout aussi légitimes, pas plus que l'indisponibilité de l'état des personnes, ne sont de nature à faire obstacle par eux-mêmes à l'ouverture à l'AMP. Donc c'est ce que dit le texte. Le législateur dit, nous, il nous semble que même si on invoque l'intérêt supérieur de l'enfant, eh bien, ce n'est pas assez fort pour interdire cette avancée de notre législation. Parce qu'il y a d'autres intérêts en jeu. Mais entre autres, il y a le désir, légitime ou non, on le verra, des femmes d'avoir un enfant par cette technique-là. Voilà, il y a d'autres intérêts qui pèsent dans la balance. Intéressant d'ailleurs, je le signale, le vocabulaire de l'intérêt, ça dénote, pour ceux qui font de la philosophie ici ou la philosophie morale, c'est une certaine conception de la notion du bien, du mal, du juste et de l'injuste. On calcule les intérêts, on met dans une balance, et on voit de quel côté ça penche. Et finalement, les intérêts se valent. Il y a l'intérêt de l'enfant. Un enfant reste une personne, donc a des droits, des intérêts. Et puis il y a les intérêts d'adultes. Et sans se dire que peut-être qu'ils sont peut-être inconciliables, l'intérêt de l'enfant n'était pas de même nature que le désir d'un adulte à avoir un enfant. Ces questions ne se posent pas, c'est intérêt contre intérêt. C'est une vision, pour ceux qui font de la philo aussi, ce qu'on appelle utilitariste ou conséquentialiste. Voilà. Ce n'est pas sans poser de problème. Deuxième point, qui est dans la suite logique, c'est donc, il va toucher au don, à l'autoconservation des gamètes. Maintenant, les femmes vont pouvoir choisir, sans demander au conjoint, de pouvoir autoconserver ces gamètes, en vue d'un projet ultérieur. Troisième point, droit d'un enfant conçu dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur d'accéder à ses origines. Droit qui n'existait pas jusqu'à présent, donc on va donner la possibilité à un enfant qui aurait été conçu par ces méthodes-là de pouvoir accéder à ses origines. Dans droit d'accès à des informations d'abord non identifiables sur le donneur, plutôt un homme de telle région, mais aussi pour avoir accès à l'identité du donneur si celui-ci, évidemment, est consent. Quand même, on ne va pas forcer il y a consentement, il respecte la liberté, le principe de liberté du donneur. Quatrièmement, établissement de la filiation des enfants nés par recours à l'assistance médicale à la procréation. Oui, il faut parce que jusqu'à présent, en général, pour la filiation, ce n'est pas très compliqué. La mère, on sait qui c'est. C'est la mère, celle qui a porté l'enfant. Et le père, c'est celui qui déclare, qui reconnaît l'enfant. Or, et on verra, c'est un des enjeux, à mon avis, qui pose problème, ces méthodes-là, en tout cas l'ouverture, la procréation chez des couples de femmes de même sexe, chamboule les repères de la filiation. Et donc, on propose, c'est une proposition, ce n'est pas encore le cas, de créer un nouveau mode d'établissement de la filiation. On va créer, c'est nouveau dans l'histoire de la culture humaine, on va créer un nouveau mode d'établissement de la filiation par déclaration de la volonté des parents. C'est-à-dire que les parents vont dire, vont poser un acte de volonté, je déclare être la mère de cet enfant. Même si l'enfant n'est pas issu de mes gamètes, c'est-à-dire mon ovule, voilà. Mais je déclare, c'est un acte de volonté, fondé sur le consentement conjoint des membres du couple ou de la femme non mariée à recourir à l'assistance médicale à la procréation, ainsi que leur engagement écrit à devenir parent de l'enfant à naître. On s'engage aussi à l'éducation. Ça, c'est nouveau. Alors, on change de domaine, donc quatre nouveautés qui touchent à la procréation médicale assistée. Don croisé d'organes, je ne rentre pas, ça m'a l'air un peu technique, mais ça ne pose pas tant de problèmes ça. Don de cellules souches, sixième point, hématopoïétique pour un mineur ou un majeur au bénéfice de ses parents. Donc on peut donner des cellules, donc des organes à ses parents. Ce n'était pas le cas jusqu'à présent, ça restait dans la fratrie. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus, ça ne pose pas tant de problèmes moraux. Le don d'organes, globalement, ne pose pas trop de problèmes. Septième point, consentement des majeurs protégés en matière de don d'organes ou de tissus. Huitième point, accès aux informations au résultat d'un examen des caractéristiques génétiques d'une personne
Neuvième point, examen des caractéristiques génétiques d'une personne et information du monde de la famille, je passe. 10e point, encadrement des traitements algorithmiques de données à des fins médicales. Hein. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va régler aussi le traitement des données algorithmiques, parce que maintenant, on a des appareils médicaux qui mesurent tout un tas de données. Il va falloir, ça ce sont des données personnelles qui sont quand même stockées, donc il va falloir régler, poser un cadre juridique pour que, je pense, pour que les GAFAM, par exemple, hein, les Facebook, Google, etc., n'aient pas forcément accès comme ça à nos données algorithmiques sur notre état de santé, etc. Il y a quand même, tout ça, c'est protégé par le secret médical. 11e point, encadrement du recours aux techniques d'enregistrement de l'activité cérébrale, peu importe. Voilà, on change de domaine. Cette fois-ci, 12e point, il est question de la recherche sur l'embryon. Je m'arrêterai là-dessus tout à l'heure. Les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites. Hein, on verra, avant c'était assez restrictif, tout ce qui était le domaine de la recherche médicale, la manipulation de l'embryon, comme du matériel humain. C'était très encadré, et là il y a un assouplissement assez nouveau, et on verra des choses très curieuses. On a dit que ça va pas dans le bon sens. Examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de recherche. 4e, médecine fétale et diagnostic prénatal. Donc là aussi, une volonté aussi du législateur d'étendre le diagnostic prénatal, non seulement à des fins thérapeutiques. Hein. L'idée, c'est qu'on puisse repérer chez un fœtus une affection particulière pour pouvoir peut-être le traiter in utero. Mais on verra aussi, il y a peut-être des problèmes moraux qui se posent. 15e point, autour de la question de l'avortement, interruption médicale de grossesse, interruption volontaire partielle de grossesse multiple. La loi supprime le délai, veut supprimer le délai d'un mois, lorsqu'on découvrait qu'il y avait, après donc un DPI, donc un diagnostic prénatal, on découvrait qu'il y avait potentiellement, que le fœtus était potentiellement porteur d'une maladie, mais un mois de délai, quelques semaines de délai, pour voir si on faisait ou non ce qu'on appelle un avortement, une interruption médicale de grossesse pour motif thérapeutique. Ça, c'est supprimé. En tout cas, c'est la volonté de supprimer. Et ensuite, on va encadrer ce qu'on appelle la pratique des réductions embryonnaires. Vous ne le savez peut-être pas, mais lorsqu'on fait une fécondation in vitro, en France, ce n'est pas le cas en Allemagne, on va implanter plusieurs embryons pour multiplier les chances de grossesse. Alors souvent, ça donne naissance à des grossesses multiples. Et en général, on ne se bat pas pour avoir des jumeaux, des triplés, des quadruplés. Donc, il faut procéder à ce qu'on appelle, de manière très propre, à une réduction embryonnaire, ce qui s'appelle un avortement sélectif. Voilà, donc ça va être encadré. 16e point, interruption de grossesse pour raison médicale, ouverte aux mineurs. 13e, greffe d'organes. 18e, etc. Je ne rentre pas dans le reste. Chose très curieuse, c'est le dernier point, habilitation à légiférer par voie d'ordonnance sur des questions bioéthiques. Ça m'a l'air nouveau, ça. C'est-à-dire, on va se passer de l'Assemblée, donc ou en tout cas, on va des discussions longues et on va légiférer par ordonnance. Je crois que c'est jamais très bon en général, légiférer par ordonnance pour une démocratie. Il vaut mieux prendre le temps de se battre dans l'arène des deux chambres pour arriver à, si possible, à un consensus raisonnable. Voilà. Donc, vous voyez, c'est assez vaste. Ça, je voulais d'abord, ce dont vous preniez conscience, c'est assez vaste et ça ne touche pas évidemment que les questions de PMA. Voilà, maintenant je vais revenir sur 3 points, ce qui me semblent les principaux enjeux, les enjeux majeurs de ce projet de révision de loi. C'est un projet, on n'est pas encore, vous l'avez compris. Alors, j'ai rien inventé, j'ai regardé un peu la déclaration des évêques de France, et je vous conseille, l'Alliance Vita, donc c'est un lobbying, c'est un groupe de lobbying catholique qui touche autour des questions de bioéthique à un site. Et régulièrement, ils font ce qu'ils appellent des décodeurs. C'est des fiches où ils prennent un article de loi, un projet de loi, et ils décodent. Voilà. Donc, ils en donnent le résumé. C'est très bien fait en général. Vous avez des tableaux avec l'état de la législation actuelle, projet de loi. Vous pouvez comparer ce que ça change. Et après, vous avez une analyse technique et une analyse éthique. Voilà. Donc, par exemple, vous avez 7 pages sur le projet de loi de 2009. Donc, ceux qui s'intéressent, vous allez sur Alliance Vita, c'est en clic, c'est assez facile. Voilà. Pour ceux qui veulent regarder de manière plus technique, je pense aux juristes par exemple, aux professions médicales,
c'est assez bien fait. Alors, évidemment, c'est un regard catholique comme ce soir. Hein. Bon, de toute façon, si vous voulez savoir ce que pense tout le monde, hein, vous écoutez la radio ou la télé, enfin, vous n'êtes pas ici. Même si, hein, évidemment, il est hors de question de dire ah, c'est terrible, tout ce qui est. Je pense qu'il y a des choses très bien hein, dans je souligne les aspects positifs, l'encadrement des données, de données algorithmiques, des big data. Évidemment qu'il faut encadrer tout ça. Hein, il faut bien verrouiller. On est d'accord. Faciliter les dons d'organes, hein, ça me paraît une bonne chose. Développer les missions du comité consultatif national d'éthique en est aussi une autre. Après, voilà, je pense qu'il y a 3 enjeux, en tout cas 3 lieux qui posent problème, en tout cas à la conscience chrétienne. Pas toutes les consciences, hein, visiblement, mais pas que les chrétiens d'ailleurs. Hein, je lisais encore la philosophe Sylviane Agacinski, donc qui n'est pas chrétienne, mais qui sur bien des aspects rejoint. Alors, même si je ne vais pas parler de GPA ce soir, j'en parlerai peut-être, mais c'est pas dans le texte de loi. Ça reviendra un jour. Hein. On nous avait dit au moment du mariage pour tous qu'il ne serait jamais question de la PMA pour toutes. Hein, il y a des vidéos en ligne, hein, c'est pas compliqué. Hein. Les mêmes qui font les lois vous expliquent au grand Dieu, la main sur le cœur. Bon, maintenant ça arrive. Il y a un moment, je veux dire, tout suit. Hein, c'est dans la logique du droit actuel. La GPA n'est pas à l'ordre du jour. Bon. Mais c'est intéressant de voir que les motifs d'opposition à la GPA, qui seraient par exemple les miens, ceux de l'Église, sont les mêmes que ceux des féministes. Hein, le fait que le corps de la femme n'est non disponible, ce n'est pas une marchandise. Le fait qu'on ne peut pas instrumentaliser, esclavagiser le corps d'une femme, hein, à des fins même qui peuvent être bonnes, enfin des motifs louables, avoir un enfant. Voilà, on se rejoint sur, je pense que l'argument des féministes est souvent très juste. D'ailleurs, sur bien des domaines, on se retrouve. Hein. Moi, je suis sur d'autres domaines moraux, comme l'exemple de la prostitution. Moi, je suis abolitionniste, comme beaucoup de féministes. Vous voyez, donc, c'est pas une question partisane hein, sur ces questions-là. Je pense qu'on peut se retrouver avec des personnes qui ne partagent pas forcément nos convictions religieuses, mais d'abord, on va pas. Ce soir, je n'argumenterai pas. Je citerai jamais l'Écriture ni la Bible, parce que ce soir, il faut essayer de réfléchir en raison hein, sur ces questions-là. Alors, premier enjeu, vous l'avez vu, hein, c'est le gros morceau quand même, c'est en tête hein, de la révision de ce projet de révision de loi, c'est la procréation assistée pour toutes. Alors, 4 changements sont projetés, hein, vous l'avez entendu, l'abandon du critère de l'infertilité, hein, parce qu'il y a un problème jusqu'à présent, ne peuvent avoir accès en droit français aux techniques médicales d'aide à la procréation que les couples de sexe opposé qui sont touchés par l'infertilité. Voilà, dont on a décelé une infertilité. Avec l'idée que on ne va pas régler le problème, hein, on ne soigne pas l'infertilité, mais qu'il y a un palliatif, hein, que ces méthodes sont un palliatif et permettent à ces couples d'accéder à un désir légitime d'enfant. Double don de gamètes, levée de l'anima du don de gamètes, et on l'a vu, le bouleversement des règles d'affiliation. Un bouleversement, déjà, c'est un jugement de valeur, hein, je porte sur le texte dit créer un nouveau mode de filiation. Enfin, je pense qu'on bouleverse. Oui, François-Xavier Bellamy, hein, que vous connaissez, philosophe, disait dans ce cadre, la loi autorisait la PMA pour pallier une infertilité pathologique qui devait être médicalement constatée. Jusqu'à présent, on devait constater médicalement qu'il y avait une infertilité. Et la loi répondait à ce besoin. Si nous supprimons ce critère, la technique médicale ne servira plus à rétablir l'équilibre de la condition humaine, mais à dépasser ses limites. Il ne s'agira plus de rétablir le vivant, mais de le dépasser, non plus de réparer nos corps, mais de les vaincre. Voilà. Donc, premier enjeu, c'est aussi oui, on va essayer de prendre du recul. Il y a un bouleversement aussi des finalités de la médecine. Hein, la médecine, d'abord, a une finalité thérapeutique, curative. Quand la finalité curative ou thérapeutique ne marche pas, il y a des finalités de soins. Hein. Guérir quand on peut, mais soigner toujours. Hein, je crois que ça fait partie des finalités du médecin. Voilà. Là, en rendant légal ou possible cet accès à cette technique médicale, qui est un palliatif, qui ne soigne pas l'infirmité, mais qui contourne l'infirmité pathologique, eh bien, on modifie d'une certaine manière hein, les finalités de la médecine et finalement le médecin ou la médecine devient prestataire de techniques médicales au service de désir. Alors, avoir un enfant, c'est louable. Après, c'est le contexte dans lequel ce désir peut être exprimé. Alors, la technique médicale au service des désirs individuels des personnes. Et ça, c'est quand même un grand risque. Hein, c'est que le médecin se sent finalement prestataire de service
Voilà, on lui commande une technique et alors, le médecin, je crois, vise d'autres finalités et d'autres vues sur sa pratique. On le dit, hein, vous le savez, un des grands arguments, voilà, vous êtes opposé à la PMA pour toutes, mais bon, ça ne change rien. Enfin, on ne fait que donner un droit, un nouveau droit, sans en enlever à d'autres. Hein, les couples qui étaient infertiles, les couples de même sexe, gardent l'accès à ces techniques-là. On ouvre simplement dans une logique d'ouverture. Ça sonne bien, l'ouverture, on aime. C'est comme France Culture, la radio de l'ouverture. J'écoute France Culture, j'aime bien, mais ça me fait toujours rire l'ouverture. Voilà. Avec l'idée que si on ne suit pas telle ou telle idée, on est plutôt dans la fermeture. Je ne suis pas un esprit fermé, mais je ne suis pas sûr que cette ouverture d'un nouveau droit n'enlève rien aux autres. Je pense qu'il enlève quelque chose à l'enfant. Quoi qu'en dise le législateur, là, je ne serais pas d'accord avec le législateur, l'intérêt supérieur de l'enfant, d'avoir des parents, biologiques ou non, parce que je pense que le principe d'adoption, par exemple, qu'est-ce qui légifère l'adoption ? Ce n'est pas le désir d'avoir des enfants du côté des adultes. Non, c'est le droit naturel, le droit fondamental, premier d'un enfant, de pouvoir avoir un lieu de vie, de pouvoir recevoir une éducation, de pouvoir avoir des parents, une famille. Et donc la loi d'adoption permet, c'est une vieille tradition, c'est eux comme le monde permet, des parents, donc de fait des parents choisissent, l'acceptent. Donc là, il y a bien un choix de filiation, mais dans un cas bien particulier, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. Là, il y a un renversement. C'est le désir qui devient un quasi-droit à l'enfant qui, finalement, pèse plus fort que le droit de l'enfant d'avoir un père. Alors Jean-Louis Touraine, qui est le rapporteur du projet de loi, a affirmé en commission « Il n'y a pas de droit de l'enfant à avoir un père ». Donc, hop, il me répond « Mais non, il n'y a pas de père, il n'y a pas de droit de l'enfant à avoir un père, ça tout le monde le sait ». Alors comme dirait Elisabeth Anscombe, qui est une philosophe que j'aime beaucoup, et quand on commence à penser comme ça, c'est souvent le signe d'un esprit déréglé. Oui, vous me dites, ouais, alors comment on prouve que ça ne se prouve pas? Le réel ne se prouve pas. On n'a pas à prouver qu'il faut un père à un enfant. Je veux dire, les orphelins souffrent de l'absence du père. Ici, il y en a peut-être qui n'ont pas connu leur père, parce qu'il est mort, ou parce qu'il est parti du foyer, qu'il a abandonné votre mère. J'en connais. C'est une souffrance. Voilà, ce manque, cette souffrance dit, suffit. Et puis, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Il y a un moment, là, ça semble... Enfin, il n'y a pas de droit... Enfin, si, il y a un droit. C'est dans l'ordre des choses. Jusqu'à présent, il faut un enfant, dans l'ordre des choses, normalement, un père et une mère. Et c'est par défaut, parce qu'il y a eu un accident de la vie, que l'enfant est privé de père. Ou de mère, si la mère décède pendant l'accouchement, voilà. Oui, donc je pense qu'il y a quelque chose moi, ça m'inquiète, quelque chose quand ces choses qui sont évidentes ne le sont plus. En tout cas, on les affirme, non. Oui, alors moi je dis, alors, il n'y a pas de droit à l'enfant à avoir une mère non plus. Oui, donc après, que ça vous permettra après de justifier la GPA. Non, un enfant n'a pas plus le droit d'avoir une mère, il peut avoir deux pères. C'est vrai, dans cette logique-là, oui. Oui, s'il n'y a pas de... Bon. Or, je pense qu'un père, il suffit de... Moi, j'ai des amis qui sont éducateurs spécialisés, je leur pose, mais les enfants qui ont des difficultés, ils viennent d'où? Ils viennent de familles où il n'y a souvent pas de père. Voilà. La mère fait un très bon travail par ailleurs souvent, mais il manque on l'appelle le référent paternel, peu importe, le père. Il manque... voilà. Je crois que c'est on n'a pas à justifier. Nous sommes des animaux de nature sociale et le premier de sociabilité, c'est la famille. Et en général, la famille, c'est un père et une mère. Bon, on peut me contredire. Bon, moi, je ne vois pas d'autre chose. Voilà, donc, je pense qu'il n'y a pas de droit à avoir un enfant. Il n'y a pas de droit. On peut avoir un désir d'enfant, c'est légitime. Mais le désir ne crée pas le droit. Le désir ne crée pas le droit. Tous nos désirs ne sont pas bons. Heureusement qu'on ne suit pas tous nos désirs. Sinon, ce serait pas... La société, c'est pas génial. Donc, mais là, on voit bien ce désir très fort. Et je comprends légitime. Je comprends qu'on puisse avoir... quand deux personnes s'aiment. Et je comprends aussi que deux femmes qui ont un véritable amour, une amitié très forte, puissent avoir le désir d'enfant. Et surtout, le désir d'enfant chez une femme est peut-être plus fort comme désir naturel que chez un homme. Si je fais un sondage ce soir entre les gars et les filles, qui se voit déjà père ou mère, qui a un désir d'enfant? Je pense que les gars ne seraient pas trop pressés.
Les filles, voilà, hein, vous avez peut-être une idée de la couleur de la chambre. Bon, il y a quelque chose qui nous habite plus, et c'est normal. Hein. Il y a un ancrage, c'est vrai, biologique à nos désirs, mais pas forcément. On peut être une femme et pas avoir le désir d'enfant. Il ne faut pas, évidemment, généraliser, mais globalement, je faisais une enquête. Mais le désir ne crée pas le droit. Or, il me semble que, et je voudrais insister là-dessus et prendre du recul, j'ai l'impression que la législation a subi une inflexion, la façon dont nous fabriquons les lois, hein, le droit en France, ce qu'on appelle le droit positif. Hein, le droit positif, c'est la fabrication dans le cadre de l'Assemblée, hein, des lois. Eh bien, j'ai quand même l'impression que le droit est une caisse enregistreuse, disons qu'on écrit dans le marbre de la loi les désirs. En tout cas, on transcrit les désirs en droit. Ça, c'est assez nouveau. On transcrit les désirs en droit. Et donc, il y a un désir qui s'exprime d'enfant, eh bien, même si le texte le dit bien, hein, le projet de loi, mais on le rappelle, il n'y a pas de droit à l'enfant, formellement, ça n'existe pas dans le droit français. Mais de fait, on le voit bien. Et on voit bien le désir d'euthanasie, le désir de pouvoir maîtriser sa mort, toujours sur le principe d'autonomie ou de liberté, va nous conduire petit à petit à adopter des législations comparables à ce qu'on a en Belgique ou en Suisse. L'idée qu'on suit les désirs. Et puis une autre ligne qu'on suit aussi, j'ai l'impression plutôt qu'on court après les avancées techniques et médicales. Il y a quand même un précis de la technique, avec l'idée que, et je crois qu'on a encore une naïveté face au progrès, l'idée que la technique c'est forcément formidable, hein, il y a des choses très bonnes, je le disais au début, on n'est pas technophobe, hein, la technique médicale est remarquable, je préfère être malade en France que dans n'importe quel autre pays, à cause de notre savoir. Mais il y a un discernement à faire, tout ce qui est techniquement faisable n'est pas moralement souhaitable, ou techniquement, ou bon, simplement d'un point de vue éthique, moral. Vous voyez ? Donc or j'ai l'impression que, on le verra surtout pour la question des embryons, voilà, la recherche pousse, on a besoin de nouveaux lieux d'expérimentation, donnez-nous le droit, et on le donne. Il y a une pression. Il y a des enjeux financiers aussi derrière, il ne faut pas se leurrer, hein, quand on fait des lois, il y a des questions financières. Hein, il y a des questions financières. Oui, qui sont dans la balance. Alors, donc, deuxième point, je le disais, donc c'est cette modification du statut de la filiation. La mère, en français, ça en France, en droit français, jusqu'à présent, la mère, c'est celle qui accouche. En général, on n'a pas trop de doute. À moins qu'il y ait un échange, ça peut arriver, hein, un échange subrepticement à la clinique, mais en général, celle qui accouche, c'est la mère. Hein, c'est le réalisme du droit romain. Je crois qu'il y a des juristes, la mère, celle qui accouche. Là, on propose, la mère, c'est celle qui veut être mère. C'est plus celle qui accouche, c'est celle qui veut être mère. Dans ce cas-là, moi, je ne vois pas de problème non plus à aller vers la GPA. Hein. La mère, ce n'est pas celle qui a porté l'enfant, mais c'est celle qui a commandé, désiré, voulu cet enfant. Donc là, on va complètement changer la filiation, qui ne va plus reposer sur le lien naturel de la gestation, mais sur la volonté de l'adulte. Alors évidemment, il faut vouloir être père et mère. Hein, ça. On ne fait pas des enfants comme ça, enfin, on ne sème pas des enfants à tout vent. Il faut qu'il y ait un désir, qu'il y ait une volonté, il y a un choix. Faire un enfant, ça doit être un choix. Mais ce choix, il s'incarne aussi hein, dans les processus biologiques, dans ce long temps d'accueil de la vie, et ça marque. Et de fait, c'est terrible d'arracher un enfant à une mère qui l'aurait porté. Je pense que les mères porteuses, il y a un attachement qui se fait, c'est normal. Hein, il y a un attachement qui n'est pas simplement volontaire, hein, qui est humain, qui fait partie de... Parce que nous avons un corps, et ce que nous sommes passe par notre corps. Alors ceux qui sont critiques de cette transformation disent, voilà, très bien, donc finalement, mon père, ma mère, parce qu'il n'y a plus de question de père, là, hein, imaginons que je naisse d'un couple de femmes, voilà, qui m'aiment très bien, ma mère, voilà, c'est celles qui m'ont choisi comme enfant. Or, la volonté humaine, on sait, est fluctuante. Hein, oui, donc la filiation ne repose plus sur quelque chose de naturel, mais sur quelque chose de contractuel. Hein, en termes juridiques, c'est un contrat, c'est un acte de volonté. Bon, le contrat, ça se défait. Hein. Qu'est-ce qui empêche qu'il n'y ait pas un divorce Oh purée, à 15 ans, j'en peux plus, quoi. Je fous la porte. Bon, il y a une protection des mineurs, tout ça, mais on peut imaginer hein, des ruptures de filiation. D'ailleurs, il paraît, je crois que on m'a dit, un frère me disait, c'est en Suède, en Norvège, dans un pays nordique, c'est au moment de la majorité où sur sa carte d'identité, son passeport, on choisit qui sont ses parents. Avec l'idée, alors ils sont très égalitaires, les parents peuvent nous choisir, dans ces cas-là, mais on peut aussi choisir qui sont nos parents. C'est pas bête, hein, c'est tout le temps qu'à faire dans le principe d'égalité.
Voilà, donc ça, oui, donc ça, on en rigole, mais ça pose des problèmes insolubles, à mon avis, et on est en train de chambouler nos repères sur la filiation. Alors, avec ce projet de loi, vous voyez, donc la volonté des adultes va primer sur le réel du corps, sur les liens charnels, voilà, sur les liens charnels du corps. Oui, finalement, tout ça, c'est assez cérébral. C'est pas anodin de s'unir, de faire un enfant, de porter un enfant. C'est pas anodin. Oui. Et ça, finalement, ce qui va dominer, c'est le pouvoir de la volonté. C'est la volonté qui est supérieure. La volonté individuelle qui est supérieure. Je choisis cet enfant, je choisis d'être mère. Le problème, c'est que la volonté, ça va très vite vers l'arbitraire. Alors, on l'encadre de manière juridique, mais oui, c'est assez logique. Oui, quand on n'a plus de repères naturels ou de repères du juste fondés sur une conception du bien, ce que c'est qu'une bonne filiation, une vraie filiation, il ne reste plus que l'arbitraire. Et donc, il ne reste plus que le choix, la volonté. Alors, le choix peut se porter des fois du bon côté, mais il peut être totalement arbitraire. Et en général, c'est les petits qui en pâtissent. Et normalement, la loi est là pour protéger les plus faibles. La loi, ce n'est pas la loi du plus fort, ce n'est pas la loi qui repose sur la volonté du groupe. Le juste, normalement, le droit dit le juste, ce qui est juste, doit s'ancrer dans une conception du bien. Voilà. Mais, et c'est là peut-être où mon discours peut être inaudible pour certains, peut-être qui sont là ce soir, c'est que je pense que l'Église, et puis un certain nombre de penseurs, ont une conception du droit qui est fondée sur une certaine conception de la nature humaine. Donc le droit en soi, c'est le droit humain, le droit positif, qu'on fabrique à l'Assemblée. Il n'est pas sacré. Il est lui-même normé, mesuré par un droit plus fondamental qu'on appelle le droit naturel, qui s'inscrit dans la traduction par la raison des grands biens attachés à notre nature humaine, des grandes inclinations. Et ce qui fait qu'il nous est possible de dire qu'une loi humaine est bonne ou mauvaise, et qu'on peut objecter en conscience. Qu'est-ce qui fait que je peux à un moment être objecteur de conscience, dire cette loi elle est mauvaise? Parce que j'estime qu'il y a une loi plus fondamentale, une loi non écrite, accessible par la raison, par la réflexion, par la culture, qui me dit cette loi est mauvaise. Eh bien, moi, c'est au nom de cette loi non écrite, du réalisme et de la filiation, je dis que cette loi est mauvaise. Bon. Actuellement, le droit français ne reconnaît plus, n'estime plus que alors c'est plus complexe que ça, mais estime que normalement, il n'y a rien au-dessus des lois de la République. On l'entend, c'est un mantra. Il n'y a rien au-dessus des lois de la République. Vous répétez, il n'y a rien au-dessus. Avec l'idée que si le processus démocratique a bien fonctionné, on est arrivé à un consensus, pas majoritaire ou consensuel, et donc ce qu'on produit est forcément juste parce qu'il y a une procédure qui a été respectée, et donc bon, c'est le bien, c'est la vérité. C'est plus complexe. Ce qui fait que globalement, les lois de la République sont bonnes. Je crois que globalement, on a quand même des gens qui sont rationnels, raisonnables. Voilà. Mais dans certains domaines, comme la bioéthique, bien souvent l'Église ou les chrétiens sont en conflit, disent il y a des lois qui ne sont pas justes, qui poussent à des actions mauvaises. Et je pense que toucher à la nature de la filiation, inventer un nouveau mode de filiation, ce n'est pas bon. Alors, le problème, d'autres problèmes induits, je vous disais aussi, donc le changement de mission de la médecine, dissolution même du mot mère. La mère, ce n'est plus celle qui porte l'enfant. La mère, c'est celle qui veut cet enfant. Vous voyez, donc on change les termes. On garde les mêmes mots, on a vidé de son contenu, on en a créé un nouveau. Ça rappelle, je ne sais pas si vous avez lu 1984 d'Orwell, je relis ça en ce moment, c'est intéressant. On crée une nouvelle langue et puis on simplifie les usages. Voilà, bon. On n'est pas encore là, on n'est pas en dictature, d'accord. Mais il faut on a le droit de dire que dans certains aspects, il y a des glissements sémantiques qui cachent des choses qui ne sont pas forcément louables. Le père semble devenir quelque chose de superflu. Dans ce cas-là, l'homme n'est réduit qu'à un donneur de sperme, un donneur de semences, de gamètes. Il n'a plus le rôle essentiel. On ne reconnaît pas ce rôle. C'est-à-dire, ça ne se justifie pas, ça se reconnaît. Le rôle paternel, je pense qu'on est tous reconnaissants de ce qu'on a reçu de nos pères, avec tous leurs défauts. Évidemment, certains, oui, mais de femmes peuvent être élevées des enfants de manière remarquable. Je n'en doute pas. Je n'en doute pas. Et même faire mieux que certains pères. Je n'en doute pas.
mais ça n'empêche que ça ne justifie pas qu'on supprime chez la figure masculine, le père, le réduire à un géniteur, un fournisseur de gamètes. Et le problème, c'est que si la loi passe, il y aura une demande nouvelle donc d'accès à la procréation médicalement assistée, donc il va falloir des gamètes, il va falloir du sperme. Or, il n'y en a pas tant que ça. Donc il va falloir. On sait qu'on va glisser vers un marché, peut-être. Normalement, on n'a pas le droit de vendre les produits du corps humain. Il ne fait pas de commerce. Mais on le sait, dans les pays où tout ça est développé, ça se fait. Il y a un commerce. Il y a une sélection aussi des donneurs. Je voudrais plutôt qu'il ait des cheveux un jour, qu'il ne soit pas chauve, qu'il ait les yeux bleus, qu'il soit plutôt baraqué, voilà. Avec aussi voilà, une sélection. Un marché, je dirais, aux gamètes. Deuxième point, vous l'avez vu, la recherche sur l'embryon. Alors ça, c'est assez inquiétant, me semble, parce que la loi dérégule ce qui était régulé jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je vais juste parcourir dans le détail, je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Jusqu'à présent, on ne pouvait pas trop manipuler l'embryon. Et maintenant, on autorise la culture en éprouvette d'embryons humains jusqu'au 14e jour du développement. Bon, on fait sauter une barrière. Le régime qui encadre la recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines passe d'un régime de demande d'autorisation à celui de simple déclaration. Avant, il fallait déclarer. Quand on utilisait des cellules souches, vous savez, une cellule souche, c'est une cellule qui n'est pas encore spécialisée. J'ai des restes de médecine, enfin pas de médecine, de biologie. Cellule qui n'est pas spécialisée et qui est en général totipotente ou pluripotente, qui peut devenir tout type d'organe. C'est très intéressant pour la recherche. Le plus facile pour en produire, c'est de les prendre dans les embryons, parce que au premier stade du développement embryonnaire, les cellules sont quasiment toutes des cellules souches. Donc on fabrique des embryons pour la recherche. Soit on récupère le surplus de la procréation médicalement assistée, il y a un vase communicant, ceux pour lesquels il n'y a plus de projet parental, on les décongèle, et on s'en sert, soit on en fabrique. Avant, quand même, même si en France, l'embryon, comme le fœtus, n'a pas de statut, ça n'a pas de statut de personne, ça n'a pas de statut, ça a le statut de matériel humain, normalement, on ne pouvait pas le manipuler comme ça. Donc, il fallait une déclaration, l'idée qu'on va l'encadrer, il ne faut pas se trouver avec des savants fous. Maintenant, il fallait une autorisation. Maintenant, c'est une simple déclaration. Voilà, je déclare, j'utilise des embryons issus des embryons pour lesquels il n'y a plus de projet parental. Autorisation de la recherche pour créer des gamètes artificiels, c'est-à-dire des spermatozoïdes et des ovocytes, à partir de cellules souches embryonnaires. C'est-à-dire qu'on va, à partir d'une cellule souche, on peut fabriquer des gamètes. Ou de cellules souches adultes. Donc là, on va fabriquer, mais c'est un stade intéressant, on fabrique des gamètes. Création d'embryons transgéniques est autorisée. C'est-à-dire que l'embryon qui a subi une modification génétique, on peut faire subir à nos embryons des modifications génétiques. Évidemment, à un moment, on le détruit, on ne le laisse pas grandir. Mais c'est autorisé. Mais qui dit qu'un jour, on ne pourra pas voir ce que ça donne. Création d'embryons chimères, homme-animal, est aussi autorisée par l'introduction de cellules humaines dans les embryons d'animaux. Là, on fait une chimère. Donc, on prend un embryon, de chien, de cochon, et puis on introduit du matériel humain, on fait une chimère. Ça, c'est interdit. Voilà, ça, c'est possible. Bon, je trouve que c'est assez inquiétant. Là, j'ai l'impression quand même qu'on est au pouvoir de la technomédecine, que le droit suit. Enfin, il y a des enjeux sans doute. Alors, les motifs sont toujours louables. C'est-à-dire que sans doute qu'il y a des enjeux thérapeutiques derrière, de la recherche. Ok, mais est-ce qu'on a le droit de manipuler comme ça le vivant humain ? Ce n'est pas rien. L'Église a un discours qui est là-dessus. L'Église dit qu'il faut reconnaître la dignité de personne humaine à l'embryon au fœtus. On ne peut pas manipuler comme ça. Ça ne peut pas être un matériau de laboratoire. Vous voyez, donc, pour l'Église, il n'y a même pas d'autorisation donnée. On peut travailler sur les cellules souches, mais elles ne sont pas obtenues grâce aux embryons surnuméraires ou les embryons qu'on fabrique, sont obtenus simplement en reprogrammant les cellules humaines. Dans le corps de l'homme, dans le corps, il y a des cellules souches ou des cellules qu'on peut reprogrammer, refaire venir à l'état de cellules souches. Voilà. En France, on n'a pas trop pris ce chemin-là. Au Japon, ils le font. Ils utilisent moins de cellules souches embryonnaires. Il y a d'autres possibilités. On peut travailler sur les cellules souches, mais on peut les fabriquer autrement. Bon, en France, semble-t-il, le législateur suit à mon avis, certains laboratoires, certains jeux économiques, parce qu'on a un stock disponible d'embryons. Il y a un chiffre, la Lance Vita dit, chaque année, on conçoit 300 000 embryons humains. 52% sont détruits, 22% congelés et 25% immédiatement utilisés pour des tentatives d'implantation dans l'utérus.
Donc sur les 22% congelés, un certain nombre passent dans le domaine de la recherche médicale. Ça en fait beaucoup quand même. Chaque année, donc puis en plus ça se conserve bien. Enfin, oui, donc il y a du matériau, il faut l'utiliser. C'est pas plus bête que ça. Je pense que vous voyez, il y a un grand danger de banaliser l'utilisation de cellules embryonnaires humaines, des embryons, qui est dangereux. Et on instrumentalise l'embryon humain. Alors il ne peut pas se défendre. Il n'a pas de statut de personne, il ne va pas crier. Mais l'instrumentation de l'humain, je pense qu'il faut faire gaffe, là aussi. Troisième enjeu, intensification de la sélection prénatale. Le texte demande qu'on abandonne le délai légal de réflexion chez les femmes, notamment les mineurs, lorsqu'on découvre, lorsqu'on a fait un diagnostic prénatal qui a potentiellement une maladie grave, soit mortelle pour l'enfant à naître, soit handicapante, ça peut être simplement une trisomie 21. Et voilà, donc on encourage finalement l'effet de panique. Interroger des couples qui ont... vous savez, maintenant, pour détecter la trisomie 21, c'est pas facile, c'est facile, c'est une prise de sang. On fait une prise de sang. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé, et en général, on ne laisse pas trop le choix. Donc, mesdames, quand vous serez enceintes, les gars, ça viendra plus tard, attendre que la science fasse des progrès. On ne vous laisse pas le choix. Et voilà. Et comme il y a un principe de précaution, puis on ne veut pas être poursuivi légalement, le médecin, il ne prend pas de risque. Dès qu'il y a une probabilité d'une présence d'une trisomie, on le dit. Voilà. Ce qui fait qu'en général, quand on annonce un risque de trisomie 21, je crois que c'est 95 ou 98% des grossesses sont interrompues. L'enfant est tué dans le ventre de sa mère. Enfin, ça dépend quand on nomme les choses. Si vous voulez être soft, on interrompt la grossesse, soit on tire l'enfant à naître. Voilà, on supprime l'enfant à naître. Oui, donc le suivi prénatal. Donc là, on veut supprimer. Voilà. Donc je crois de fait, je pense que Vita a raison. On dit finalement, on décuple l'effet de panique. De fait, il y a un effet de panique. Enfin, je serais parent. Comment je vais accueillir un enfant comme ça? C'est pas évident. On sait pas. Enfin, personne ne souhaite avoir un enfant malade, et puis ne serait-ce que pour l'enfant. Mais là, il n'y a plus ce temps de réflexion. En soi, le diagnostic prénatal, c'est pas quelque chose de mauvais. Si ça permet de soigner in utero l'enfant, ça se fait, de plus en plus. Si ça permet d'accueillir un enfant, d'adapter très vite un traitement, je ne sais pas, une prothèse, si l'enfant il manque un bras. Ce qui m'a fait prendre conscience de ça, c'est un médecin qui était toulousain, qui est un vieux monsieur, mettons, qui a été le pionnier de la médecine plastique. Il faisait la chirurgie de la fiente labiale, ce qu'on appelle le bec de lièvre. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens qui ont des becs de lièvre actuellement? Vous connaissez beaucoup des gens qui ont, ça se voit, une petite cicatrice là? Mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous avortés. Donc lui était pas contre l'avortement pour raison médicale. Bon, et puis un jour, il dit, c'est que j'ai plus de clients, j'ai plus de bec de lièvre, j'ai plus d'enfants à... Bah oui, parce que c'était l'arrivée du diagnostic prénatal. Et donc les enfants. Et là, il s'est dit, un bec de lièvre, c'est pas handicapant. Et donc là, il y a quelque chose. Donc il s'est dit, il a pris conscience qu'on était dans une dérive eugéniste. On n'était pas encore dans un eugénisme d'État, on n'est pas les nazis, on est une dérive eugéniste. Voilà. Et derrière, eh bien, je pense qu'on accentue ces dérives eugénistes. Et moi, ça m'inquiète une société où il n'y a pas de place pour la personne handicapée. Vous voyez, d'ailleurs, c'est un peu schizophrène, parce qu'on a des lois magnifiques sur le handicap, sur l'accès aux personnes avec la mobilité réduite. C'est magnifique. Enfin, il faut pour accéder à cette pièce, il faut qu'on puisse, il faut qu'il y ait des toilettes. C'est génial. Et à la fois, on semble culturellement ne plus pouvoir accepter la différence, la maladie, le handicap. Voilà. Et demandez, moi j'ai des amis, j'ai beaucoup de couples que j'ai accompagnés comme prêtres. Il faut voir la pression qu'ils reçoivent du corps médical lorsqu'il y a un risque potentiel de maladie. On dit, mais vous ne pouvez pas garder l'enfant, c'est pas possible. Si, mais on ne sait pas, il va peut-être naître... Et de fait, souvent, il y a la trisomie, où il n'y a pas de maladie, où il y en a, mais peu importe. Et il dit, mais il y a une pression telle, il faut être très fort pour résister à la pression. Non pas que le corps médical est eugéniste. Moi, j'ai un grand respect pour les médecins. Et je vous encourage à faire des études de médecine. Mais je vois qu'il y a une pression culturelle. On a du mal à accepter ces différences. Et je pense que ce serait dramatique pour s'il n'y avait plus de place pour la vulnérabilité. On est tous vulnérables un jour ou l'autre. Un jour, on sera tous malades, on sera tous vieux, on a tous besoin, et on est dépendants.
Et on le sait, hein, il y en a peut-être pour vous qui ont des petits frères et des petites sœurs, ou des enfants qui sont nés malades ou qui ont un handicap. Eh bien, ce sont des personnes humaines à part entière qui sont des chances pour nous. Moi, je suis ravi de voir qu'on a un servant de messe qui est trisomique, c'est génial. D'ailleurs, il sourit quand il arrive avec le calice, adorable. Et il a sa place, et c'est génial. Enfin, il y a des différences, et ce petit, il apporte beaucoup. Enfin, vous le savez, hein, si vous avez fait des camps avec des enfants. Mais je pense que c'est le signe, hein, dans notre culture, vous voyez, c'est pas théorisé comme eugénisme. Hein. On n'est pas une société eugéniste, mais il y a une culture, il y a une tendance eugéniste dans notre culture. Voilà. Et puis, je pense, hein, ce que dit, je finirai là-dessi, la philosophie Agazaski dit, il y a peut-être, je crois que c'est derrière, ça traduit une volonté toute puissance. Il y a quand même, et on voit bien, hein, vous avez entendu parler du transhumanisme. Alors, ça ne va pas trop nous toucher, hein, ça c'est des rêves de riches, hein, les GAFA, patrons de Google, Amazon et compagnie, qui investissent des millions dans la recherche. On n'est pas capable de nourrir tout le monde sur Terre, on n'est pas capable, il y a des gens qui, vous savez, des gens qui meurent de faim parce qu'ils ne peuvent pas faire leurs besoins sur les toilettes. Enfin, il y a des millions de personnes qui meurent. Donc déjà, peut-être que s'il y avait de l'argent à mettre, c'était dans ce côté-là, oui. Donc oui, c'est des trucs de riches, hein, c'est la médecine de riches. Enfin, moi, il y a quand même une tendance dans la société, ça nous fascine, le transhumanisme, dépasser les limites de notre condition humaine, la mortalité, la maladie. Personne ne veut mourir ici, hein, moi non plus, hein, pour ça je crois à la vie éternelle. Enfin, dépasser nos limites, être capable par notre autopuissance, notre autonomie, de dépasser cela. Il y a un rêve fou qui est impossible. Le transhumanisme, ça ne marchera pas. Parce que la nature humaine, elle est limitée, ça ne marchera pas. On pourra allonger la vie, mais on ne vivra pas éternellement. Il faut arrêter le délire. Occupons-nous, il y a d'autres enjeux sociaux. Si on a l'argent à mettre, occupons-nous des pauvres. Enfin, il y a des vrais enjeux. Oui, mais je pense que derrière, eh bien, la loi, malheureusement, il y a quelque chose d'une volonté de dominer la nature, de changer notre nature. Et oui, 2 femmes ne peuvent pas faire un enfant. Est-ce que c'est une injustice? Non, ce n'est pas dû. C'est pas une injustice, parce que c'est pas dans la nature humaine que 2 femmes puissent faire un enfant. Voilà, j'ai pas d'aile, je peux pas voler. C'est pas injuste, c'est pas dans ma nature. Bon, la comparaison est peut-être un peu bancale, mais alors ce désir est présent. Je nie pas qu'il y a un désir chez des femmes qui vivent ensemble d'avoir un enfant, mais de fait, est-ce qu'il faut dépasser ce que la nature ne permet pas, ce que notre humanité ne permet pas? Je ne crois pas dans ce cas-là. Enfin, on voit bien les conséquences. Voilà, donc il faut changer la filiation. Vous voyez, il y a tout un changement nécessaire parce que sinon ça ne marche pas. Je pense que c'est pas. Voilà, on est allé. Je pense que malheureusement, cette ambition, il y a quelque chose d'une folie. Voilà. Alors, je vais finir là-dessus. Je vais vous laisser la parole. Hein, on va prendre un quart d'heure d'échange. Voilà, c'est un point de vue. Hein. C'est le mien. C'est comment c'est l'Église. Moi, je suis prêtre catholique. Hein, je ne vais pas raconter autre chose. Je n'ai pas voulu juger les personnes. Hein, j'espère qu'il n'y en a pas qui ont été blessés. Voilà, enfin, je ne pose pas de personnes sur les. Je ne juge pas l'affection qui peut exister entre des personnes de même sexe. Je n'ai rien contre les personnes homosexuelles. Enfin, voilà, on a dans les amis. Je ne juge pas, oui. Je ne suis pas convaincu que la loi doit reconnaître toutes les formes de vie. Il y a des choix qui sont privés, qui doivent rester privés. Voilà. Le mariage est une institution dans l'intérêt de tout État. Et je crois que le mariage entre un homme et une femme, c'est dans l'intérêt de l'État. Ce n'est pas une question d'amour. Ensuite, qui est, d'un point de vue privé, des amours multiples, je dirais, ça regarde... Voilà. Mais que ça a des effets après juridiques et des effets sociétaux, je pense que là, il y a une limite peut-être qu'on a franchie. Je ne suis pas d'accord. Mais oui, je n'ai pas un jugement sur les personnes. Hein, c'est sur les institutions, sur certains... Voilà, hein, c'est des questions complexes aussi. Hein. Vous voyez, parce que c'est des questions qui touchent à l'affectif, ça touche au désir d'enfant. C'est difficile. Vous vous rendez compte, j'ai une couple de personnes, oui, mais nous on veut un enfant, dire que vous ne pouvez pas. Je pense que c'est pas bien d'un point de vue moral et même éthique et légal. C'est difficile de dire à 2 femmes de dire ça, hein, d'aller contre ce désir qui est très fort. Mais je pense qu'il faut pouvoir le dire au nom de l'intérêt supérieur, même du bien commun, du bien des enfants, entre autres, et du bien du corps social. Voilà, c'est une position. Merci de votre écoute. On peut passer aux questions. Si vous avez des questions, prendre un quart de questions. C'est plutôt mon point de vue. Vous dites qu'il y a une tendance culturelle, la PMA, GPA et tout ça. Mais pour moi, il y a aussi je considère que les personnes, elles agissent un peu comme des enfants gâtés pourris, comme des égouts, ce qui fait que ça mène tout ça. Alors de fait, il y a une tendance, hein, on a une tendance
survaloriser, on va dire, les désirs individuels. On peut dire une tendance égoïste, hein, c'est vrai, on est tous comme ça. Hein. On veut, et d'ailleurs, Apple et compagnie ont bien compris comment ça marche. Hein. Ils sont capables de vous faire acheter. Vous n'avez pas besoin du dernier Mac ou des derniers iPhone ou j'en sais rien. Oui. Donc on joue sur. De fait, on est une société où les désirs sont exaltés. Hein, suivez vos désirs, accomplissez vos rêves. Hein, c'est partie des choses. On ne dit pas cherchez le bien, cherchez le juste, travaillez, construisez un monde plus fraternel, plus juste. Non, évadez-vous, réalisez vos envies. Oui. Écoutez les slogans publicitaires. De fait, on a une culture qui nous pousse et sans s'en rendre compte. Je ne pense pas que les personnes qui veulent un enfant, des personnes de femmes qui ont l'enfant, se vivent comme égoïstes. Elles ne se vivent pas comme ça, heureusement. Mais je pense qu'objectivement, il y a quelque chose d'égoïste dans ce désir de vouloir priver un enfant de facto de père. Elles ne le veulent pas, mais de facto on prive de père et de bouleverser un équilibre. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose de cela, ouais. C'est pour ça qu'il nous faut, il me semble, travailler au bien commun, toujours se dire mes désirs, ok, mais dans l'image plus large, en quoi ça contribue à l'équilibre, au bien d'une société? Est-ce que tous mes désirs sont bons? Non. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas suivre tous ces désirs. Les désirs sont normés par le bien. Est-ce que le désir est porteur de vie ou pas? Est-ce qu'il détruit? Est-ce qu'il construit? Est-ce qu'il chamboule un équilibre ou pas? Il y a certains désirs qui chamboulent un équilibre en toute la filiation. Ça me paraît dommageable. Vous avez dit que la loi, moi je pense à raison, était d'abord là pour protéger les faibles. Ouais. Justement, est-ce que la tendance actuelle, ce ne serait pas, par le législateur du moins, de plus ou moins consciemment, donner raison au discours des minorités? Oui, alors ça c'est. Social des faibles, Ouais. Et ça c'est. LGBT ou même alors de fait, c'est une tendance nouvelle. Normalement, on légifère ut in pluribus. Normalement, c'est un autre terme. Normalement, on légifère pour l'ensemble. On ne légifère jamais pour une minorité. Enfin, sauf si on protège des gens qui seront discriminés, etc. Je crois qu'on a fait la loi d'abolition de l'esclavage, il y avait l'idée qu'il y avait une minorité à protéger, parce qu'il y avait un bien, il y avait une dignité humaine qui était attaquée. Mais normalement, alors on doit légiférer, on peut légiférer pour protéger une minorité, mais la loi n'est pas pour légiférer pour suivre les désirs d'une minorité. Normalement, c'est pour suivre le désir ou la volonté générale, mais je n'aime pas trop les termes, en tout cas la conception commune d'un bien partagé par le maximum, qui n'est jamais partagé par tout le monde. Mais je pense que le fait, on voit l'expansion, c'est très nouveau dans le droit, des droits des minorités. Ça, c'est assez nouveau, de donner des droits. Il y a une explosion des droits. C'est inquiétant d'ailleurs, une société où il faut légiférer en permanence. C'est pas bon, ça. Et maintenant, on fait des règlements partout. Il faut légiférer sur tout. On ne doit pas légiférer sur tout. Par exemple, la loi sur la fin de vie, on a maintenant, avant, vous avez entendu parler de la sédation continue et profonde en phase terminale d'une maladie. C'est le truc qu'on faisait avant. Les médecins savaient que lorsque un malade était incurable, qu'il était dans les derniers jours de son existence, et qu'aucun traitement antalgique faisait effet, il était possible de plonger dans un coma, dans un sommeil profond, sans réveil, un malade. C'est ce qu'on appelait une sédation profonde, maintenue jusqu'au décès, naturelle. C'était dans les pratiques, bonnes pratiques, et c'était laissé au discernement, ce qu'on appelle la prudence du médecin. Il n'a pas besoin d'écrire de loi. C'est inscrit maintenant dans la loi. Ça, c'est un vrai problème. C'est que maintenant, il y a une injonction qui est faite. Maintenant, moi, quand je suis malade, je peux faire injonction au médecin. Je veux, j'ai droit, j'ai droit. Non, les médecins ne peuvent plus trop dire, j'estime que ce n'est pas adapté à votre situation. Non, j'ai le droit, je demande. J'estime que je n'ai plus envie de vivre. Vous voyez, donc quand on légifère trop, je pense qu'on déresponsabilise le citoyen, les personnes. Et on légifère beaucoup trop dans notre société. Ça, c'est aussi un courant. On légifère trop. Trop pour les désirs individuels et trop dans le sens aussi il y a des règlements de partout. Je pense que c'est pas bon signe, c'est qu'on nous prend pour des mineurs. Enfin, il y a quelque chose, on nous prend pour des personnes qui ne sont pas assez responsables et pas mûres, pas capables de... Je veux dire, ça va quand on est enfant, à la maison, il y a le règlement intérieur. Puis à un moment, le règlement, on l'intègre. Voilà. Et puis la vie, c'est pas un code de la route. On peut pas tout peut pas rentrer dans le droit positif. C'est pas possible. Vous avez parlé tout à l'heure de potentiels intérêts financiers. Oui. Enfin, vous n'avez pas explicité. Par exemple, il y a un député, tout ça, les minutes, on les a, par exemple, sur la question pourquoi c'était opportun de. Alors, c'est pas obligatoire, mais c'est
par exemple, le diagnostic prénatal quasiment généralisé pour la trisomie 21. Un député a dit ça coûte moins cher de les éliminer que de les éduquer dans des centres spécialisés. Voilà. Et c'est très utilitariste, et ça, c'est un argument mais c'est un argument financier. Bon, ça se comprend, dans la mesure où j'estime qu'un enfant net n'a pas le statut de personne, ou n'a pas l'équivalent de dignité personnelle, ça pose plusieurs problèmes. Donc après, c'est une question de... Voilà, la question, c'est pas une question dignité, c'est une question, ça coûte plus cher d'un côté que de l'autre. L'intérêt financier, là. Et sans doute aussi, la recherche, par exemple, pour les cellules souches, je pense que c'est quand même plus coûteux, de fait, de fabriquer des cellules souches à partir de cellules adultes que d'utiliser un matériau qui est là, des embryons surnuméraires, qui sont issus du génie médical. Voilà, il y a des questions. Et puis il y a sans doute des intérêts aussi financiers, pharmaceutiques. Il y a des lobbies, on sait, il y a des lobbies, on l'a bien vu pour les questions Monsanto et compagnie. On se réveille maintenant, il y a des lobbies qui font que le législateur, ce sont des hommes et vous comme moi. Il y a des gens qui payent, il y a des lobbies qui font, certains sont plus sensibles aux lobbies et font passer des lois en certains sens. Voilà. Donc il y a sans doute un peu ça aussi. En tout cas, le coût du diagnostic prénatal, ça, on pourrait retrouver le nom du député, ça revient. Ça se comprend dans certaines logiques. Ce projet de loi, c'est certain qu'il va passer. On peut pas faire... Alors, il passera pas intégralement, parce que heureusement, il y a des discussions. Vous savez, l'Assemblée et le Sénat ne sont pas des caisses enregistreuses du gouvernement, heureusement. On s'avait discuté après. D'ailleurs, je crois que Emmanuel Macron et la majorité ont senti que ça allait un peu cogner. Je crois qu'ils ont peur peut-être de la manifestation d'octobre. Ils ont été un peu échaudés quand même par le mariage pour tous. Et puis là, ça touche à des questions. Je pense que la PMA, à mon avis, va passer. Je suis moins sûr sur la question de l'embryon quand même, parce qu'il y a quand même beaucoup de scientifiques en France. On n'a pas envie de défier la chronique comme un tel Chinois a fabriqué un chien avec des. Je sais pas, un enfant avec une tête de chien, avec des chimères. Vous voyez, des choses. Ça nous fait un peu peur, le côté Frankenstein. La PMA, je pense que oui, parce qu'il y a quand même il y a des lobbies qui travaillent. La prochaine étape, c'est la GPA. Je mets ma couper là. Si jamais ça passe pas, vous me la coupez. On l'aura. Et comme l'euthanasie. Même si on nous jure que jamais, là, je pense que ça passera. Après, peut-être pas sous ces formes-là. Peut-être que la question de la filiation, ça va être... Je sais pas trop comment ça... Est-ce qu'on va faire sauter le principe vieux comme le droit romain de la mère, c'est celle qui accouche? On fera peut-être une dérogation à la loi, une extension, ou peut-être qu'on équiparera sur l'adoption, je ne sais pas trop, mais je ne suis pas juriste, mais ça passera sans doute. Oui. Juste un peu la question pour vous avez ce qui va passer, c'est la plus fort. reconnaissance du père qui donneur, Ouais. qui va à mon avis être évoqué par le Sénat, mais donc ne sera peut-être pas adopté dans l'Assemblée. De reconnaître le... Vous savez, le fait de faciliter la reconnaissance du père donneur. Le fait que l'accès aux origines. Parce que le fait, c'est un peu schizophrène. C'est-à-dire qu'à la fois, on évacue le père, c'est qu'un simple donneur, et on pourrait avoir le droit d'accéder à ses origines. Et contraindrait à être père, de certaine manière. Donc ça, je crois que soit on est logique, soit il n'y a plus de père, il n'y a plus de père. Il y a un moment, on rattrape, 20 ans après, on n'essaie pas de se retrouver un père. Mais on voit quand même que dans cette antinomie, ce paradoxe qui est dans le projet, montre bien quand même que le père, on ne peut pas l'évacuer si facilement, à mon avis. Et de fait, on voit bien l'expérience des enfants qui n'ont pas accès à l'origine, le besoin de savoir, même si on sait que ce ne sera jamais son père, d'où je viens. D'où je viens. C'est quand même des questions qu'on se pose. D'où je viens. Et ça, c'est pour faire passer la pilule. Mais oui. Mais on va dire que, allez, t'inquiète. Eh, mais je sais pas. Je pense que, je suis pas sûr. Je pense qu'on est un peu schizophrène. De la même manière qu'on on voit pas le problème de l'eugénisme dans certaines pratiques médicales, la suppression des enfants avec des becs de lièvre. Et de la même manière, on va faire des lois formidables pour l'accueil du handicap et de la vulnérabilité. Oui. Après, pour le handicap, ils ont quand même changé les lois depuis quelques ans. Oui. Pour toutes les normes de construction pour les nouveaux bâtiments, par exemple, Oui. c'était 100% avant, 100% des logements devaient être accessibles aux handicapés. Depuis un peu plus d'un an ou deux, maintenant, on est à 10%. Ah, et donc les choses évoluent aussi, oui. Alors moi j'espère que quand même ça partira dans l'autre sens. Mais donc c'est toujours plus complexe, il n'y a pas les bons et les méchants, c'est toujours plus complexe. Le législateur, le citoyen, celui qui fait les lois, il est partagé. Il y a oui, mais
et souvent même en nous, cohabitent des choses qui sont un peu antinomiques. En tout cas, actuellement, dans la société française, il y a des courants, il y a des positions qui font que on a ces paradoxes. Et de fait, ça a été soulevé, hein, il y a un paradoxe. Le fait d'avoir accès à ses origines alors qu'on fait tout pour qu'il n'y ait pas de père, c'est curieux. Oui, alors du coup, la question qui venait derrière, on a entendu aussi au petit Oui. là s'exprimer Ouais. pour dire qu'à la fois il y avait une discussion sur la laïcité qui n'avait pas été écoutée Ouais. et que les évêques non plus. Est-ce que les évêques ont décidé collectivement à la fois de s'engager dans le débat public et voire en même temps d'appeler à une autocritique? Alors, le débat public, on est, parce qu'on a participé, l'Église a invité largement tous les chrétiens à participer aux États généraux. Il y a eu beaucoup de réunions qui ont été faites, les évêques sont exprimés, ils ont été consultés. Alors, ce qui est terrible en France maintenant, c'est quand même incroyable. Il n'y a qu'en France qu'on entend ça. On a des gens qui sont, mais de quel droit on a auditionné les représentants des communautés religieuses? De quel droit? Ça ne les regarde pas, qui restent dans leur synagogue, leur mosquée et leur église. Il n'y a qu'en France comme ça. On estime que l'appartenance confessionnelle, qu'une communauté religieuse, enfin qu'un groupe religieux ne fasse pas partie de la société civile, n'est pas quelque chose, ne participe pas au bien commun. Il n'y a qu'en France où on devrait, que le religieux n'aurait pas voix à l'espace public. Alors, ils ont été écoutés, même s'ils ont l'impression que c'est des auditions pour rien. Ensuite, est-ce qu'ils doivent appeler à manifester? Eh bien, écoutez, vous êtes des adultes. Je pense que ce n'est pas le rôle des pasteurs de dire ce que vous avez à faire, d'un point de vue politique. La manifestation, c'est un acte politique, un acte citoyen. Si vous estimez en conscience que c'est une manière de vous faire entendre, allez-y, allez-y. Vous êtes des grands, vous n'avez pas à attendre que votre pasteur vous dise moi je ne suis pas contre, mais ce n'est pas moi de vous dire, de vous faire précepte d'aller dans la rue, je crois que c'est le 6 octobre. Si vous estimez que c'est un moyen, il y en a d'autres de vous faire entendre. Alors la manifestation, c'est comme l'idée en plus qu'on prend acte qu'il y a un problème dans la démocratie, que la démocratie a failli, c'est pas très bon. Mais si vous estimez, mais c'est pas aux évêques, je pense. Il faut sortir de la minorité aussi. Hein. On n'a pas besoin de délégation, de bénédiction pour ça, parce que c'est un acte politique d'abord, c'est pas un acte religieux. Par contre, je vous fais précepte d'aller à la messe le dimanche. Et je vous bosserai les fesses. Si vous me dites, je suis chrétien, j'ai la flemme, va à la messe de 19h. C'est l'heure de l'apéro. Non, tu vas à la messe. Ça, j'ai le droit. J'ai le droit pour votre bien spirituel. C'est un domaine religieux, c'est dans mon pouvoir. En revanche, de savoir pour qui vous devez voter ou pas, les moyens d'action politique, eh bien, c'est la mission du laïc, c'est votre mission. C'est une mission qui est humaine, qui est terrestre, et c'est un moyen, et vous n'avez pas besoin qu'on vous dise un prêche en chair sur ça. Moi, je prêche en chair sur l'Évangile, je réfléchis sur les questions, voilà, j'ai une formation philosophique, éthique, j'enseigne ces questions-là, donc je connais un peu la question, voilà. Et d'ailleurs, je vous éclaire, hein, je ne vous dis pas ce qu'il faut penser, je donne un éclairage. Voilà. Donc si vous voulez manifester, très bien, allez-y. Si vous estimez qu'il y a d'autres moyens, très bien, faites pas mal non plus, oui. Je pense que ça, en France, peut-être qu'on a eu trop l'habitude de marcher au pape, mais c'est des vieux réflexes. Aux États-Unis, ils n'attendent rien de leurs évêques, hein. Les Américains se prennent en main, c'est un peuple, on y va, quoi. Enfin, ils se prennent en main, quoi. Il y a d'autres pays où... Donc voilà. Et d'ailleurs, ils ont dit, écoutez, si les chrétiens veulent y aller, ils y aillent. Hein. Enfin, je pense aussi, parce que le Concile Vatican II dit, je finis là-dessus, l'Église n'a pas vocation à s'immiscer dans la vie sociale, la vie politique. Ce n'est pas notre mission. Notre mission, elle est d'abord spirituelle. On n'a pas à d'abord être sur le champ du temporel. Nous n'intervenons en tant que pasteurs, j'en fais partie, sur le champ du temporel lorsque nous estimons que les droits fondamentaux sont atteints. Et là, il me semble que le droit fondamental à avoir un père est atteint, donc je peux m'exprimer, mais sans violence. Voilà. Donc j'estime qu'un droit à la vie, voilà, par exemple, l'Église dénonce l'euthanasie, l'avortement comme des crimes, parce qu'elle estime qu'il y a des droits fondamentaux qui sont bafoués. Elle s'autorise à aller dans le champ du temporel, mais normalement, elle ne le fait pas. Parce que c'est la mission du laïc, c'est-à-dire du chrétien ou pas, de travailler à faire grandir la cité humaine. Nous, on s'occupe d'autre chose, on s'occupe du royaume. Mais ça se croise quand même. Oui. Donc c'est votre job, c'est pour ça que vous venez vous former, faites votre idée, et en conscience, vous travaillez à une société plus juste, plus égalitaire, qui a souci des plus faibles.